Bien, donc Valérie Haro a conduit un axe de recherche privilégié sur le kitsch, avec un terrain on ne peut plus kitsch, qui est Las Vegas. Donc elle nous propose dans cette communication, si j'ai bien compris votre propos, une présentation d'une démarche, d'une nouvelle méthode d'enquête, ce qu'elle intitule Nouvelle méthode d'enquête en architecture, qui consiste en une pratique de relevé photographique de l'existant, au hasard de la déambulation en quelque sorte, dans le cadre d'une enquête d'ethnologie visuelle, nous dit-elle, sur donc l'architecture du banal, une architecture sans architecte, et sur donc la prise en compte d'un quotidien qui est finalement assez peu exemplaire ni extraordinaire, mais qui est la matière sur laquelle cette forme d'enquête entend travailler. Bien, donc je vous laisse la parole sur une nouvelle méthode d'enquête en architecture. Merci Georges Gay, merci surtout à Daniel Méo et également à l'université Jean Monnet et surtout au laboratoire, le CIREC, parce que je pense qu'il y a eu une équipe à organiser, bien évidemment, ce colloque que je remercie. Donc, contrairement à ce qui pourrait être pensé à propos de Las Vegas, je ne vais pas vous parler du kitsch. Non, cette fois-ci, je vais sur un autre domaine. Mais effectivement, le kitsch m'a amené à lire un ouvrage que j'avais juste parcouru à l'époque, et pour répondre à cette communication, eh bien, écoutez, j'ai été invitée à relire de manière beaucoup plus attentive, un texte très important de Robert Venturi, Denis Scott Brown et Stephen Isnour, et dont je vais vous livrer après tout mon enquête. Donc, ce sont des architectes, que je vais appeler ici des artistes chercheurs, parce qu'ils sont enseignants. Et effectivement, ils ont conduit une enquête sur le symbolisme architectural de Las Vegas, qui a fait polémique en raison de leur engagement à défendre un langage commercial contre le langage industriel de l'architecture fonctionnaliste. Comme la ville ne présentait ni architecture classique, ni architecture moderne, on peut supposer que l'équipe a fait montre d'une certaine audace, compte tenu en outre de la réputation sulfureuse de la ville du péché. Surnommée, comme nous le savons tous, Sin City, pour ses casinos, ses spectacles pour adultes, la législation de ses jeux d'argent depuis 1931 et sa prostitution légale, Las Vegas n'a pourtant pas fait reculer les 3 architectes et le groupe d'étudiants dans l'université de Yale embarqués dans ce projet de recherche. Si l'enquête s'achève en 1972, elle donne lieu à la publication en 1979 de Learning from Las Vegas, l'enseignement de Las Vegas, qui fera date dans l'histoire de l'architecture de la fin du XXe siècle par sa position esthétique, politique et idéologique que je qualifierais de contradictoire. Si l'enquête est effectivement politiquement engagée d'un point de vue social, elle est contradictoirement imprégnée d'anti-utopie. L'enquête, on le sait, alimentera un vaste mouvement en architecture, puisque cela donnera lieu à l'architecture postmoderne. Et donc l'enquête fait partie des premières critiques de la modernité après Charles Jencks. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, il y a une contradiction théorique et je dirais une ambiguïté.
Et celle-ci invite à revenir pour interroger l'enquête et savoir effectivement quelles étaient les motivations de choix aussi intéressants que discutables. Pour savoir en fin de compte si ces motivations ont inféré sur les formes de l'enquête. L'enquête fut-elle novatrice, révolutionnaire, comme le disent les enquêteurs? S'avançait-elle comme étant idiosyncrasique ou était-elle déjà la manifestation d'une conscience culturelle et idéologique en effervescence et qui sera très vite en passe d'être reconnue? Quels étaient donc les enjeux de cette enquête présentés par leurs auteurs, comme par l'historiographie, comme révolutionnaires, en raison de leur parti pris en faveur d'objets symboliques dits populaires en architecture? Et après tout, cette enquête, que nous dit-elle après tout sur une certaine architecture d'aujourd'hui? Bref, cette enquête, pour elle, il a été question de partir de l'existant. C'était un fait tout à fait nouveau. Effectivement, porté par les mouvements contestataires des années 1960, le champ de l'architecture et celui de l'urbanisme ne furent pas exempts d'un certain nombre de remises en cause en ce qui concerne l'architecture moderne. Plus particulièrement était visée l'architecture fonctionnaliste corbusienne, comme le style international développé aux États-Unis avec l'enseignement de Ludwig Mies van der Rohe à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago. Par-delà les questions d'une approche formaliste, ce qui agitait la critique, selon Valérie de Villard et Hélène Janière, dans un article de Critique architecturale, c'était effectivement, je les cite, la question du logement social et le constat de l'inadaptation des réponses proposées par le modèle fonctionnaliste qui représente un des fronts communs de contestation de la génération intellectuelle issue des événements de mai 68. Fin de citation. Donc l'enquête fut motivée par un fort sentiment d'insatisfaction et de désarroi à l'encontre d'une architecture moderne de verre et ou de béton, aux parois lisses et sans ornementation, qui était une prolongation non pertinente et déformée de la vieille révolution de l'architecture moderne en sa première période, selon les Venturi. L'intérêt accordé à Las Vegas provenait de ce que la ville de Sin City se présentait comme une antithèse, un anti-modèle, et peut-être même était-il espéré au début de l'enquête y découvrir un antidote au prolongement d'une architecture moderne, critiquée entre autres choses, pour être déliée de tout enracinement géographique et culturel. L'enquête s'engagea, de toute évidence, contre la théorie artistique moderne de la tabula rasa d'un Le Corbusier, et pour vous donner un exemple, avec son illustre plan voisin pour Paris qu'il a présenté entre 1922 et 1925, où il était question de raser Paris. La critique de la déliaison avec son contexte et son histoire, propre au style international, participa à structurer la forme de l'enquête d'un point de vue méthodologique et conceptuel. En effet, le postulat de départ fut que l'enquête collective, à caractère pluridisciplinaire, conçue comme un travail de recherche d'atelier, devait se faire sur le terrain, commandant de partir de l'existant de la ville, dût-il se révéler être un réel chaotique, hideux, pour en déduire, plutôt qu'une doctrine, un traité sur le symbolisme en architecture. Lequel existant, en l'occurrence, était une route, le fameux Strip, ou artère principale de Las Vegas. L'enquête s'était fixée pour mission d'enregistrer tout ce qui était perceptible, du point de vue de l'architecture et de l'urbanisme, sans faire intervenir de préjugés. Dans la première préface de l'ouvrage, rédigée par
Denise Scott-Brown et Venturi, le postulat théorique selon lequel l'investigation devait se faire, je les cite, sans parti pris ni jugement de valeur, se trouve d'ailleurs clairement stipulé. Robert Venturi avait en effet déjà plaidé une décennie plus tôt en faveur d'une approche informelle dans sa première publication intitulée Complexity and Contradiction in Architecture, dont le fondement théorique s'appuyait sur un pluralisme culturel. Un pluralisme, si j'ai bien compris, qui intégrait les pratiques populaires. Pluralisme qui fut toutefois peu apprécié par Joseph Abraham, Kenneth Frampton et Jacques Soutereau, qui se sont fait fort de classer la théorie architecturale des Venturi dans la catégorie du populisme. Ce qui choquait ses contempteurs était d'avoir défendu l'existence de bars, des bars. Mais ils avaient la particularité d'être présentés comme n'étant pas construits par des architectes professionnels. Et je cite Venturi. La principale justification d'éléments de l'univers des bars, des honky-tonks, dans l'ordre architectural est leur existence même. C'est d'eux que nous disposons. Les architectes peuvent gémir, essayer de les ignorer ou même de les supprimer, ils ne disparaîtront pas. En tout cas, pas d'ici longtemps, parce que les architectes n'ont pas la possibilité de les remplacer. Et d'ailleurs, ne saurait pas par quoi les remplacer, et parce que ces éléments vulgaires satisfont les besoins actuels de variété et de communication. Bref, s'il est de rigueur que les architectes fassent des croquis du lieu d'implantation et que les urbanistes établissent des relevés des plans de ville et de quartier, le médium du dessin à main levée, dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, si on l'a vu avec Aline, c'est ça, avec Aline, pardon. Donc, autrement dit, un dessin à main levée et également à la règle pour la réalisation de plans masse, plans de coupe et élévation. Et ceci fut enrichi par un travail d'enquête d'anthropologie visuelle par les médiums photographiques et filmiques. Maintenant, ils menèrent une véritable enquête de terrain de type documentaire, d'un point de vue photographique, mais aussi de type sociologique et psychologique, du point de vue de l'observation participante. Il s'agissait effectivement d'observer les pratiques urbaines les plus ordinaires, et on conviendra que la méthode a permis de rendre compte des perceptions visuelles et expériences sensibles, mais cette fois-ci pas du chercheur, pas du marcheur, mais de l'automobiliste, ce qui était nouveau pour moi en tous les cas. Force est de constater que l'enquête ne s'est pas contentée d'étudier l'architecture du seul point de vue de l'espace, de l'implantation des bâtiments et des proportions pour en tirer une typologie des styles architecturaux des hôtels-casinos, des motels et des chapelles, mais a déplacé son centre d'intérêt vers les panneaux publicitaires, les voies d'accès, les fonctionnements et usages des bâtiments. Ainsi, les bâtiments les plus humbles à vocation commerciale et utilitaire ont fait l'objet de relevés graphiques sans distinction d'importance ni de hiérarchie culturelle ou sociale. Une véritable, dira Venturi, apologie du réel, effectivement qui s'est réalisée au travers d'une attention minutieuse portée aux stations d'essence, supermarchés, parkings et bars, comme nous l'avons vu précédemment avec la défense de l'existence de ce type d'architecture. Ce parti pris, qu'on peut juger peu habituel dans le cadre d'une étude urbaine, dévoile sans nul doute un pluralisme conduit avec une grande détermination pragmatique. Ce pragmatisme, dont les intentions de déhiérarchisation entre le high et le low, ou entre la grande culture et la culture populaire, comme celle des bars,
entre autres, s'est surtout manifesté dans l'attention soutenue portée au decorated shed ou hangar décoré. Autrement dit, à ces constructions à bas coût que sont les boutiques, les magasins, ces bâtiments modestes de faible hauteur, dont la particularité plastique est d'être surélevés d'enseignes monumentales arborant des écritures architecturales ou sortes d'emblèmes faits de néons et de caissons lumineux. Ces édifices commerciaux, bâtis pour être repérables et identifiables, ont d'ailleurs fait connaître Las Vegas du monde entier pour son goût pour les signalétiques exubérantes et de surenchères électrographiques. L'enquête s'est ainsi particulièrement focalisée sur ces animations graphiques qui ne relèvent nullement d'une conception et d'une réalisation d'architecte. Caractéristiques de Las Vegas, ces écritures architecturales furent filmées, dessinées, photographiées par l'équipe d'enquêteurs afin de comprendre quel avait été le processus de conception et les raisons qui faisaient que ces hangars sans caractère, sans style architectural, étaient néanmoins parvenus à se doter d'un outil de communication efficace en raison de leur attraction visuelle objective. Cet élément plastique s'avère pertinent dans la mesure où il donnait le sentiment d'apporter de la vie à ce paysage urbain, à cette architecture de route qui fit conclure aux enquêteurs « C'est peut-être dans le paysage quotidien, vulgaire et dédaigné, que nous trouverons l'ordre complexe et contradictoire dont notre architecture a un besoin vital pour former des ensembles intégrés ou cadres urbains. » Donc la méthodologie d'enquête, qui consista à opérer par un croisement pluridisciplinaire entre sciences humaines et sciences sociales et anthropologie visuelle, avec des dispositifs techniques tels que la caméra, le dessin, l'appareil photo. Effectivement, cette méthodologie se mit en place afin de collecter des matériaux en vue d'étudier le langage formel de Las Vegas. Celle-ci parvint à mettre en évidence une morphologie urbaine à la forme d'un long développement linéaire conçu très spécifiquement pour un parcours en voiture. Et autrefois, ce même, effectivement, parcours linéaire était conçu dans d'autres villes aux États-Unis puisque les villes étaient parcourues à cheval. C'est la raison pour laquelle l'enregistrement filmique et la capture photographique se firent depuis une voiture, c'est-à-dire en tenant compte d'une perception humaine à distance, en déplacement et en outre troublée par la vitesse. C'est également de la voiture que les enquêteurs analysèrent que les voitures en stationnement sur les parkings, devant les magasins, obligeaient à surélever les enseignes afin qu'elles puissent être visibles du siège d'un automobiliste à l'attention forcément distraite. Cette forme d'enquête, si elle est présentée comme étant originale dans l'ouvrage Learning from Las Vegas, doit toutefois être mise en perspective dans le contexte artistique qui lui était contemporain et au sein donc d'une totalité. Les liens entre l'enquête et certains mouvements artistiques montrent que la tradition photographique documentaire, le pop art et la peinture hyper-réaliste états-unienne ont depuis les années 60 élu la thématique de la route, du paysage urbain sans qualité, de l'univers de la voiture, des parkings, des bars, des restaurants et autres drive-in, confrontant le spectateur à des images plus proches du réel, tout en l'invitant à apprécier des images pensées plus tolérantes envers ce qui est dépourvu de légitimité artistique, que ce soit du point de vue de l'architecte, du designer, de la peinture, de la photographie et du cinéma. Il est indéniable que Las Vegas se singularise par un grand espace ouvert, ce qui confirme une morphologie urbaine, culturelle et historique aux États-Unis d'Amérique.
Mais ce qui était nouveau était l'environnement ordinaire, urbain, marqué par le commerce et la publicité. Faisant un constat sans phare et sans condamnation esthétique, Las Vegas fut décrit comme arborant une architecture laide et ordinaire, selon les propos mêmes des auteurs de l'enquête. L'enjeu esthétique et architectural était de plaider en faveur du potentiel susceptible de combattre l'ennui architectural et urbanistique du less is more d'un Mies van der Rohe et de contester l'autorité de l'architecte moderne. C'est pourquoi on peut lire dans Learning from Las Vegas, je les cite, « L'analyse de l'urbanisme américain existant est une activité socialement souhaitable dans la mesure où elle nous apprend à nous, architectes, à être plus compréhensifs et moins autoritaires dans les plans que nous faisons pour la rénovation de l'intérieur de la cité et pour ses extensions nouvelles. » Fin de citation. Ce jugement esthétique, beaucoup moins neutre que ce que les auteurs le soutiennent, fait assurément la part belle au banal, au quotidien, à ce que les enquêteurs nommaient un peu pêle-mêle la culture populaire, le goût populaire, l'ordinaire décoratif de mauvaise réputation, dans le but de les démarquer très nettement de la grande culture élitiste et, de toute évidence, nous le savons, que l'enquête contestait fortement. Mais voilà, culture populaire, culture de divertissement, célébration du goût petit bourgeois et de la société de consommation, autant de catégories diverses et proches qui peuvent être incluses dans ce que les Venturi ont appelé l'ordinaire. Pour rassembler ces différents aspects sous une catégorie propre à la philosophie de l'art du XXe siècle, je me permettrai de faire usage de la catégorie du banal. Bien sûr, je pense à Arthur Danto. Car elle fut, en outre, mentionnée dans le texte, donc il ne me semble pas trahir les auteurs. En effet, ce banal, du cubisme au dadaïsme, au surréalisme, au pop art, l'attrait pour le banal est une constante dans l'histoire de l'art moderne, et qui, plus est un objet d'étude pour le champ de l'esthétique anglo-saxonne, bien que, selon les pratiques artistiques du XXe siècle, le banal ne serve ni les mêmes causes, ni les mêmes fondements théoriques. En ces temps de contestation des théories de l'art de la fin des années 60 et tout au long des années 1970, on peut déceler que l'esprit de la contre-culture américaine, immiscé dans le pop art, et pour son goût marqué pour la transfiguration du banal, était très proche de l'esprit des enquêteurs. Animé d'un fort besoin de faire valoir un relativisme culturel, d'un tout se vaut, où le banal serait cet emblème du réel. L'enquête a estimé nécessaire, pour ce faire, d'écarter toute interrogation sur les valeurs libérales pourtant portées fièrement par Las Vegas, et a préféré procéder par une approche comparative avec l'urbanisme de la Rome antique ou des sculptures de la cathédrale gothique, arguant du fait qu'il n'y a pas de raison pour les méthodes de persuasion commerciale ou le profil des enseignes analysées ici ne servent pas à rehausser les valeurs civiques et culturelles. Il est difficile de nier que ce relativisme culturel a eu pour conséquence d'introduire une certaine confusion théorique et idéologique entre des valeurs qui n'ont pas la même ambition civilisatrice humaniste et dont les valeurs utopiques, pour ne parler que de celles-ci, avaient l'avantage, je dirais, d'esquisser un horizon un peu moins rétréci sur le présent au temps de la modernité. Dans l'enquête, sans que ce soit énoncé, les valeurs transcendantes sont disqualifiées en creux, comparativement aux valeurs hédonistes promises pour un temps éphémère qui donnerait vie à cette architecture de route. La confusion, semble-t-il, provient du parti pris de l'enquête obstinément unilatérale qui s'est tenu à promouvoir une méthodologie formaliste, séparant toute forme de son contenu
et le contenu ici est commercial. Et en raison également de l'amalgame malencontreux qui existe en permanence dans le texte entre la culture populaire et la société de consommation. Faut-il rappeler que l'une, la culture populaire, ne peut être confondue avec l'autre, et pas plus avec la culture du divertissement dont le peuple n'est nullement maître en sa qualité de simple consommateur. Un Guy Debord, largement aussi contestataire qu'ont pu vouloir l'être les 3 maîtres de l'enquête, mais qui était situé de l'autre côté de l'Atlantique, y voyait à peu près à la même époque l'avènement de la société du spectacle, texte de 1967, où effectivement il était question de l'accomplissement sans frein des volontés de la raison marchande. Fin de citation. Qu'en conclure ? Grâce à la forme novatrice de l'enquête pluridisciplinaire, attentive à une architecture de signes et de formes symboliques, le lecteur a pu avoir accès à une analyse, effectivement, des formes architecturales en dehors du contrôle des architectes professionnels. Il est certain que l'enquête a permis d'affirmer le déclin des symboles populaires dans l'art, mais aussi de faire connaître le constat critique d'un demi-échec social en matière d'architecture moderne. Cependant, force est d'admettre que l'approche formaliste, croisée à une approche psychologisante dans cette enquête, laisse un fort sentiment d'incomplétude analytique. Il convient de mesurer que l'esprit culturel dominant de l'enquête était acquis à l'idéologie de l'American Way of Life et à son option politique et idéologique libérale. Le choix méthodologique de séparer forme et contenu d'une enseigne publicitaire ou d'un hangar décoré trahit une absence de neutralité, bien que les auteurs y prétendent. Un inconscient politique d'obédience libérale se retrouve incorporé dans l'approche obstinément formaliste, ne serait-ce que par le refus d'évaluer les enjeux d'une architecture de communication séduisante qui joue sur le plaisir immédiat de consommation qu'elle promet. Il est de notoriété publique que la renommée de Las Vegas n'est plus redevable de sa vie sulfureuse, mais bien davantage pour le modèle architectural et idéologique qu'elle présente aujourd'hui. Et cela pour bon nombre de métropoles en veine d'apparaître comme les éclats de réussite de la mondialisation économique. Dubaï, Shanghai, Doha, Taipei, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Sao Paulo ne souhaitent-elles pas affirmer symboliquement être des métropoles dynamiques, c'est-à-dire actives dans le projet libéral planétaire? Et j'en terminerai avec une citation de Bruce Bégou, philosophe à à Bordeaux, qui dit « Le fun shopping et l'entertainment sont devenus les principaux producteurs de l'espace urbain dans de nombreuses villes. » Merci.